Voici la saga des Roms, que nous allons vous présenter en 6 épisodes de 10 minutes. Les Roms sont méconnus pour des raisons qui tiennent à la fois aux caractéristiques qu'ils représentent et à l'attitude de ceux qui nous entourent. La plupart de ceux qui nous côtoient ignorent d'où nous venons, et pour cause, notre diversité est telle que le regroupement en une seule appellation serait faire l'impasse sur cette diversification composée de 3 groupes principaux, Gitans, Manouches, Roms et autres Sinti, Yéniches, Piémontesi, Lovara, Calderaches, Valslique, Gypsy, etc. constituent une seule entité, n'est pas le souci de ceux qui les regroupent en une seule appellation. Tziganes avant, Roms aujourd'hui. Préférant se distinguer les uns des autres pour marquer cette diversité et le fait que le terme Rom soit là pour indiquer la variété des éléments qui nous composent en une énorme communauté forte de près de 40 millions d'âmes dans le monde, qui se diffuse en une mosaïque colorée de groupes diversifiés. Il est dès lors difficile dans ce genre de situation d'établir un portrait fidèle de nos populations, d'en donner une description rendant compte simultanément de la multiplicité des groupes et de nos points de vue. Bon nombre de présentations des Roms ont été ainsi dévoyées en généralisant à l'ensemble des populations du voyage, ce qui n'est le fait que d'un seul groupe. Un ouvrage présentant la communauté comme une globalisation serait caduc avant même que d'exister. En face d'exigences contradictoires de particularité et de généralité, puisque c'est le particulier qui compte aux yeux du Rom et de l'observateur attentif. Dans le cadre d'une éventuelle synthèse, il faudrait plusieurs volumes pour étudier la diversité de nos populations. Le particulier et le général sont importants pour coordonner cette éventuelle synthèse. Or, si ces deux perspectives semblent avoir tendance à un certain réductionnisme à plusieurs égards, il n'en reste pas moins qu'ici on court le risque d'une explication trop complexe pour le néophyte et par trop simpliste pour d'éventuels spécialistes, si l'on peut penser qu'il existe des spécialistes. Ils auraient alors certainement un savoir clos et sclérosant. Dans cette routine productive, de bon nombre de personnes, y compris les médias, les minorités ethniques et plus particulièrement les peuples du voyage sédentarisés ou non, sont les principales victimes, car en ce qui concerne notre communauté, elle subit les retombées et les écarts d'une minorité que nous ne nions pas, mais que les journalistes volontairement ou involontairement, généralisant un fait qui n'est souvent celui que d'une seule personne ou d'un petit groupuscule, n'ayant rien à voir avec l'ensemble, concourent à jeter un certain trouble, laissant la porte ouverte à une éventuelle globalisation. Le rythme accéléré de la société de consommation, y compris pour nous, permet aux journalistes de n'avoir pas ou de ne pas vouloir prendre le temps d'approfondir leur information et de se documenter efficacement, accréditant de ce fait à la propagation de l'image du voleur de poules, entre autres, dont sont affublés les membres de notre communauté. Qui sont les Romas? En 1971, les Tziganes, Gitans, Gypsies, Manouches, Sinti et tous ceux qu'on appelait vulgairement bohémiens ont décidé, comme ils formaient apparemment le même peuple rapport aux origines indo-aryennes, d'être désignés par un nom unique, avec tout ce que cela comporte auprès de l'ONU et des gouvernements de tous les pays du monde. Ils ont choisi le nom de Roma pour désigner l'ensemble, car ce nom existe dans la plupart des dialectes avec des sens voisins. Cette appellation Roma, tout en désignant le peuple sous la forme plurielle, ne doit pas comporter de S et reste donc invariable. On dit Rom pour un homme, Romni pour une femme. La correspondance pour les enfants doit comporter un adjectif, Romano-Chave pour l'enfant masculin et Romanice pour l'enfant féminin. Malgré que les Romans n'aient aucun territoire, aucune armée, pas de finances, enfin rien qui ne compose un véritable État dans le vrai sens du terme, ils revendiquent le fait d'être considérés comme une nation à part entière. Quand commence leur histoire? Les Romas se sont répandus sur tous les continents du monde, il y a quelques milliers d'années bien avant la naissance du Christ. Les Romas ont la même histoire que les autres peuples indo-européens tels que Celtes, Grecs, Germains, Iraniens, etc., mais ne s'appellent pas encore Romains.
Ils vivent dans les plaines du sud de l'actuelle Russie, sur un territoire s'étirant pense-t-on de la Baltique à la Chine, et entre la mer Caspienne et les monts du Pamir. C'est à cette époque que les Indo-Européens entrent en Inde du Nord et s'y installent, et alors commence le métissage avec les autres peuples de l'Inde. Ce sont des Indiens. On ne parle toujours pas de Romains. Il y a environ 1200 ans, après la naissance du Christ, certains Indiens ou hindous quittent l'Inde du Nord et se dirigent vers l'ouest. Ces Indiens s'appelleront entre eux Romains. Toute la préhistoire et l'histoire des Romains est très ardue du fait du manque d'existence d'écrits. Car même après l'invention de l'écriture, c'est la transmission orale qui primait et donc ne pouvait faire date pour les historiens. C'est quand même l'utilisation de termes utilisés dans les différents dialectes qui a permis de retracer avec une certaine exactitude le voyage séculaire de ces Romains. Toutes ces langues se ressemblent et sont à la fois très différentes des autres langues, comme par exemple le grec et le breton. C'est en comparant de très près les langues indo-européennes que les linguistes ont réussi à reconstruire l'essentiel de leur langue, et c'est en étudiant leur vocabulaire qu'ils ont pu mieux connaître les animaux, les plantes qu'ils connaissaient, afin que leur organisation sociétaire à la fin de la préhistoire. Les Indo-Européens ont commencé à vivre d'agriculture, de pêche le long des rivières, puis ils ont élevé des moutons et des bœufs, et le nomadisme avec leurs troupeaux est devenu leur quotidien. D'autre part, il ne faut pas occulter le fait que ce soit eux qui aient apporté les gallinacés en Europe, coqs, poules et autres. Les Gaulois ont fait du coq leur emblème, mais ce sont encore les Romains qui ont domestiqué le cheval afin de pouvoir le monter. Les Indo-Européens ont vite appris le travail des métaux, d'abord celui du bronze et du cuivre, puis plus tard celui du fer, qui semble avoir été mis au point dans les régions du Caucase. Il semble qu'ils aient aussi inventé des instruments de musique à cordes. Ils enterraient souvent leurs chefs sous d'immenses tas de pierres recouverts de terre, des tumulus, que l'on a retrouvés en grand nombre, parfois intacts, depuis la Sibérie jusqu'en France et même en Scandinavie. D'après leurs ossements, ils donnaient une véritable impression de grandeur et paraissaient avoir le crâne allongé. Quelques rares témoignages émanant de la Chine antique parlent d'hommes roux aux yeux verts, les Yuche. Il ne serait pas impossible que ce soit eux. Histoire ancienne des Indiens. Il est une habitude, celle d'appeler Indo-Ariens les Indo-Européens qui envahirent l'Iran et l'Inde. Mais pour se simplifier, on peut appeler Indiens ceux qui arrivent en Inde. Leur société était divisée en trois castes. Les nobles ou kshatriyas, les prêtres ou brahmanes, les paysans et artisans, varshyas. Les peuples qui étaient en Inde avant eux devinrent des esclaves ou dasyas. À cette époque, il n'y avait pas encore de caste comme il y en aura plus tard en Inde. Les kshatriyas étaient des guerriers. Ils combattaient à cheval ou dans un char tiré par un coursier. Le cheval était sacré. Ils livraient aussi des combats d'eau d'éléphant. Ils aimaient la musique, en jouer, danser et chanter volontiers. Ils s'occupaient souvent eux-mêmes de l'entretien de leurs armes et savaient travailler les métaux. Les femmes étaient parées de bijoux et beaucoup étaient souvent vêtues de soie. Parfois, les kshatriyas épousent des princesses venues d'autres pays indiens. Ainsi, la population devient métisse. Les brahmanes étaient des prêtres d'une religion au rite assez complexe, qui avait pour nom hindouisme ou brahmanisme. Les textes sacrés, Védas, se présentaient en d'immenses poèmes comprenant plusieurs milliers de vers, appris par cœur par les élèves pendant une vingtaine d'années. Certains Védas, les plus anciens, semblent avoir été composés avant leur arrivée en Inde. Deux nouvelles religions importantes furent inventées à la fin de l'Antiquité, le janaïsme et le bouddhisme. La langue était le sanskrit. Pour les Indiens, c'était une langue sacrée et parfaite, comportant une conjugaison et aussi des déclinaisons comme en latin ou en grec. À la fin de l'Antiquité, alors que les Gaulois n'étaient pas encore que des barbares, les Indiens avaient de riches temples et de magnifiques palais. Ils étaient cultivés et avaient de bonnes manières. Leur roi, tel Asoka, était sage et tolérant. Les pays étaient en paix avec tous ses voisins. Les bateaux indiens exploraient l'océan Indien, d'ouest en est, allant de la terre d'Égypte à l'ouest jusqu'en Chine à l'est.